Et donc je vais enchaîner sur une deuxième présentation. Donc là je vais présenter un travail qui a été effectué dans le cadre de ce réseau expérimental, mais donc essentiellement réalisé donc, par Sébastien Gallet et Valérie Roussel de l'UBO, et en collaboration également avec Vincent Collas du Conservatoire botanique. Donc c'est un exercice un peu difficile parce que c'est pas mon travail, c'est pas ma présentation, donc j'espère que je ne vais pas trop cafouiller. Donc c'est un travail qu'on a mis en place dans le cadre du réseau expérimental, puisque dans les opérations de restauration, donc restauration écologique, on a toujours cette question de la référence, donc, qui apparaît. Donc qui permet de définir finalement les objectifs du projet de restauration, vers quoi est-ce qu'on cherche à tendre en restaurant un site, et qui permet du coup, en comparant le site dégradé puis le site restauré avec ce système de référence, d'évaluer finalement les mesures qui ont été prises, les travaux qui ont été effectués. Donc pour évaluer le système, on compare un certain nombre d'attributs dans le site restauré avec ces mêmes attributs dans le site de référence, et on regarde les trajectoires des valeurs d'attributs et on voit si elles se rapprochent ou non des valeurs qu'on obtient dans le site de référence. Donc il y a différentes approches pour définir cet écosystème de référence. Tout d'abord, une approche historique qui consiste à rechercher à quoi correspondait le site avant dégradation. Donc généralement, c'est rare qu'on ait des données vraiment renseignées sur ce type, notamment au niveau description, relevé floristique ou relevé faunistique. Par contre, on retrouve parfois des photographies, donc à partir de là, on détermine à peu près quel écosystème on a sur la photo, puis on essaye de retrouver des références biblio qui correspondent à cet écosystème, et on va comparer comme ça le site restauré au site antérieur. Et ce qui se fait le plus fréquemment, c'est donc d'utiliser des références actuelles en se basant sur la potentialité du site, c'est-à-dire qu'on part du principe que dans tel contexte hydrogéomorphologique, pédoclimatique, il y a de bonnes chances que cette zone humide, une fois qu'on la remet en état, tende vers tel écosystème. Donc sur cette référence actuelle, on peut travailler à partir d'un témoin unique et de préférence sur des références multiples. Et dans le cadre du réseau expérimental, on a utilisé les deux approches. Donc à chaque site pilote, on a associé un site témoin unique sur lequel on mesure exactement les mêmes attributs et qui permet de se dédouaner en fait des variabilités interannuelles finalement, et de vérifier si les variations qu'on observe dans le site pilote sont vraiment liées aux travaux ou si c'est de la variation liée au changement météorologique d'une année sur l'autre. Et donc en se basant sur un site témoin unique, si les attributs correspondent dans le site restauré au site témoin, on peut se dire effectivement que la restauration a été un succès. Par contre, si ça ne correspond pas, là se pose la question, est-ce que c'est que la restauration a été un échec, ou est-ce que c'est que le site témoin choisi, finalement, il est un peu à la marge de l'écosystème vers lequel on cherche à tendre. Et du coup, c'est un peu plus compliqué d'être tranché dans sa réponse. Donc pour s'affranchir de ça, on utilise des références multiples, donc sur la base de plusieurs relevés. Donc je ne vous explique pas le cadre. Donc on a travaillé sur ce référentiel multiple et on a testé en fait une méthode sur deux sites particuliers. Donc le site de Boulard, qui est une prairie sursemée et drainée par des drains enterrés, et une prairie humide paratourbeuse, on peut dire, avec des gros fossés de drainage aérien cette fois-ci, et sur lesquels on a réalisé une opération donc, de comblement de ces fossés. Donc au niveau de l'identification de sites de référence, donc on s'est dit qu'on utiliserait 5 sites de référence par site pilote. Et donc on est parti
de l'inventaire permanent des zones humides du Finistère, qui a permis d'identifier un certain nombre de sites avec des contextes géologiques, géomorphologiques identiques et dans le même bassin versant. Et donc à partir de ces sites présélectionnés, on a été sur le terrain c'est un travail qui a été réalisé par un stagiaire, Joseph Thierry, qui a à chaque fois rencontré l'exploitant et donc déterminé les pratiques agricoles sur les sites, et on a retenu uniquement les prairies qui étaient fauchées ou pâturées régulièrement. Et donc l'écosystème qu'on recherchait, c'était de la prairie méso-aeutrophe, puisque c'est un peu la dominante dans le secteur où se passaient les travaux de restauration. Et donc on a retenu uniquement des sites avec absence de dysfonctionnement visible. Donc sur les 25 sites, on a retenu 21 qui correspondaient à 58 unités de végétation, donc qui ont été relevées. Donc relevé de végétation, et également on a relevé un certain nombre de caractéristiques pédologiques, profondeur de l'horizon organique, le pH, la densité apparente et la teneur en matière organique. Par contre, je vais vous parler uniquement du référentiel végétation qu'on a réalisé. Donc l'idée, c'était de rechercher donc un panel de référence, donc un relevé moyen finalement des prairies qu'on pouvait observer donc, à proximité et dans les mêmes conditions que les sites de restauration. Donc on a réalisé donc, une classification ascendante hiérarchique qui a permis d'éliminer un certain nombre de relevés donc, par rapport parce qu'ils étaient monospécifiques, souvent dominés par de la houlque, ou alors on se rendait compte que c'était des prairies qui avaient été semées. Et on a également écarté des relevés avec donc une dominance d'espèces rudérales. Donc au final, on a retenu un groupe, donc le groupe en vert sur la droite. Et donc à partir de ce groupe de relevés qui correspond donc plus ou moins au Jonceto acutiflori Sinusoretum cristati avec différentes variables. On a donc utilisé ces relevés-là qu'on a projetés donc, dans une ACP. Et l'idée, c'était de voir ensuite, à partir de cette projection des différents relevés, comment est-ce qu'on pouvait évaluer si le relevé fait dans le site restauré était compris dans ce panel de référence ou pas. Donc là, les collègues de l'université ont fait un certain nombre de manips statistiques donc, qui consistaient à vérifier l'intervalle de confiance de ce groupe de relevés. Donc, et de retenir donc, uniquement les relevés qui étaient compris dans cet intervalle de confiance de 95%. Et ensuite donc, de définir un nuage de référence donc, incluant ces 95% et de faire pour chacun des points donc, inclus dans ce nuage de référence, de calculer la distance à l'origine, comme la moyenne des projections sur les 3 premiers axes, mais ça pourrait très bien se faire sur X-axe, puisqu'on est là, le travail a été fait juste sur les 3 premiers axes. Et donc définir à partir de la moyenne de ces distances à l'origine, un rayon, donc une sphère de rayon qui correspond donc à la moyenne des distances à l'origine des différents relevés et qui définit donc ce rayon une sphère de référence. Et donc après, l'idée c'est d'injecter comme données complémentaires les relevés réalisés sur les sites expérimentaux et de voir si ces relevés sont intégrés dans cette sphère de référence. Et donc on vérifie ça en comparant la distance en comparant le rayon de la sphère avec la distance à l'origine du relevé.
Et donc, voilà, si la distance à l'origine est inférieure au rayon de la sphère, on considère que le relevé correspondant correspond bien à notre panel de référence, et donc il y a de bonnes chances qu'on ait restauré la végétation souhaitée. Par contre, on est moins sûr de notre interprétation quand ce relevé est à l'extérieur, puisque sur le panel de sites de référence au départ, on a quand même des points qui sont à l'extérieur de cet intervalle de confiance. Donc il y a encore un travail qui va être réalisé sur l'interprétation de ces points à l'extérieur. Donc autre intérêt de cette méthode analytique, c'est de pouvoir resituer des trajectoires, donc en projetant des relevés à différents moments suite aux travaux de restauration dans cet espace. Et donc de voir dans quel sens, en fait, si les relevés s'approchent ou s'éloignent finalement de cette sphère de référence. Et donc là encore, on calcule la distance à l'origine, et si la différence des distances à l'origine entre le T0 et le T1 est négative, c'est qu'on a une trajectoire positive, c'est-à-dire que nos relevés se rapprochent dans le temps de la sphère de référence. Voilà, donc par rapport aux relevés réalisés sur le site de Boulard, donc 2016, c'est l'année 2 ans après travaux. Donc on se rend compte qu'on a un seul relevé conforme à cette référence. Et par contre, en comparant avec les données de 2014, donc avant travaux, on se rend compte que sur la moitié du transect réalisé, donc la moitié des relevés, on a une trajectoire qui est positive. Donc là, on va pouvoir aller voir sur les cadras en question, voir pourquoi on a une partie qui reste, qui a une trajectoire positive et l'autre non. Et donc sur le site de Quatcariou, là, donc 2 ans après travaux, l'ensemble des points sont situés dans la sphère de référence. Et par contre, quand on projette l'état avant travaux dans cette sphère de référence, on est également à l'intérieur de la sphère. Donc on a un état initial déjà favorable, et donc on se posait la question sur ce site-là de l'intérêt d'avoir mis en place des travaux de restauration. Et on se dit que si on avait eu cet outil avant de mettre en place des travaux, on aurait peut-être évité de réaliser cette opération. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est qu'on voit que les relevés qui sont situés au niveau des fossés qui ont été comblés intègrent dès la 2e année déjà cette sphère de référence. Donc on a une dynamique très positive sur la zone de fossé, donc, qui a été comblée, donc une colonisation intéressante par une végétation cible déjà en année 2. Voilà, donc au niveau des conclusions, donc, sur le site de Boulard, on avait un état initial dégradé et on observe une trajectoire favorable. Donc on a un arrêt des semis qui ont été réalisés, donc c'est assez logique. On a colonisation progressive par des espèces spontanées de prairies humides. Et par contre, l'état de référence n'est toujours pas atteint, mais bon, on est 2 ans après travaux, donc il y a le temps encore pour que cette végétation évolue, et on l'espère positivement. Et sur le site de Quatcariou, donc, on a un état initial qui était déjà plutôt favorable avant de travaux, des trajectoires favorables, et puis cette question, est-ce qu'on a bien fait de réaliser ces opérations de restauration? Et bien entendu, les opérations dépendent de différents objectifs. Et ici, on avait un objectif vraiment axé qualité de l'eau. Donc, il n'y avait pas que la végétation à prendre en compte. Donc, voilà. Donc au niveau des conclusions, donc, cette méthode d'utilisation d'un panel de référence permet d'intégrer la variabilité locale. Et donc là-dessus, il nous paraîtrait intéressant d'intégrer un certain nombre de données bibliographiques ou de données présentes dans les bases de données, notamment du Conservatoire botanique, donc les relevés typiques des associations qu'on cible. Et
Et voilà, et donc on se pose également la question donc, de la transférabilité de cet outil à d'autres types de relevés, à d'autres types d'écosystèmes, et puis la possibilité également d'intégrer d'autres paramètres au-delà de la flore, donc par exemple des paramètres pédologiques ou des inventaires faunistiques pour compléter le panel de métriques en fait, intégrées à ce système de référence. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est toujours en cours d'affinage, et malheureusement donc, je ne pourrais pas répondre à des questions sur les stats parce que ce n'est pas moi qui les ai faites.